Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir aussi à toi Claire. Pour vous dire, parce que vous savez que je suis dans cette manière de proximité, quand nous nous sommes retrouvés tout à l'heure avec Claire, elle m'a dit « Attends, je crois que ça fait quand même 30 ans qu'on ne s'est pas vu. » Alors j'ai réfléchi, je dis 30 peut-être qu'on s'était parlé au téléphone. 30 peut-être pas, mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît, et puis la vie va, et voilà, c'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis très longtemps. En tout cas, ravi de te retrouver. Et donc, on va parler de ce travail très particulier qui est le tien et qui est adossé évidemment à la question de la photographie. Mais comme j'aime bien le faire pour que nos auditeurs puissent avoir une approche un peu complète de l'individu avec lequel je m'entretiens. Donc c'est marqué à l'écran, né à Paris en 60, c'est clair, vie et travail à New York et en Bretagne. Moi j'aimerais juste que tu nous dises un petit peu quel est ton parcours. Élevé à Paris, puis je crois, tu m'as dit tout à l'heure que dans l'âge de 17 ans, tu t'es retrouvé en Bretagne. Oui, hein, c'est ça. parce que tes parents avaient décidé de s'installer dans un endroit peut-être un peu atypique quand même. Oui, en fait, je suis arrivée à 17 ans en Bretagne et j'ai eu qu'une idée, c'est de retourner à Paris. Et en fait, quand je suis retournée à Paris plus tard, j'ai pas aimé du tout. Mais entre-temps, j'ai fait les Beaux-Arts. Tu les as fait où, les Beaux-Arts? J'étais d'abord à Angers, et puis une année à Angers, et après j'étais à Nantes. Et je pensais voyager, repartir dans d'autres endroits, mais en fait, Nantes était une très très bonne école. Donc je suis restée à Nantes passer mon diplôme. Et donc, une question que je pose toujours à ceux auxquels je m'adresse, c'est savoir s'il y a un enseignant, une figure qui les a marqués. C'est ton cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours, soit à Angers, pour la première année, soit à Nantes, qui a été importante et qui a peut-être orienté les choses? Qui ne m'a pas forcément orientée dans le travail que je faisais, mais qui était comme devenu un ami, c'était Pierre Giquel. Pierre Giquel. Que tu as dû bien connaître. Oui, absolument. Pierre Giquel, qui était le professeur, je crois, de culture générale à Nantes, et qui était aussi un écrivain et un poète et un critique d'art. Oui, oui. Et je y étais, parce qu'il n'y est plus. Le travail en question, justement, à cette époque, toi, tu es sorti de l'école en quelle année avec le diplôme en poche? 87, je crois. 87, d'accord. Donc c'est intéressant à savoir, parce que les années 80 ont été des années très effervescentes, les fameuses années longues, mais elles ont été aussi une période par rapport à la question de la photographie qui a vu apparaître et venir sur le terrain des arts plastiques un concept qui s'appelle la photographie plasticienne. Et ça, c'est très important parce que c'était mettre l'accent sur le fait qu'un certain nombre d'artistes qui n'étaient plus vraiment seulement photographes jouaient en quelque sorte sur le mélange, le mixage en quelque sorte entre peinture et photo d'une certaine manière. D'ailleurs, ça me rappelle justement au début des années 80 une exposition très importante. Ils se disent peintres, ils se disent photographes, c'était au musée d'art moderne de la Ville de Paris. Est-ce que cette période-là, la photographie était déjà au centre de tes préoccupations? Pas du tout, non. Pas du tout. Non, j'ai passé le diplôme avec de la peinture. Avec de la peinture. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré la photographie un peu plus tard, lors d'une résidence à Marseille. Je prenais des photos comme ça, un peu en document pour, comme ça, comme tout le monde, quoi. Et un jour, on m'a volé mon appareil photo, et ça m'a vraiment beaucoup dérangé de plus avoir cet appareil. Et je connaissais pas toutes les choses de caméra obscura. Et un jour, un peu triste à Marseille, je me baladais comme ça, et j'ai trouvé dans une revue à la gare tout un article sur la caméra obscura. Ah, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà, parce que maintenant, on a des cours, je parlais avec le professeur qui est de photo à l'école d'Annecy,
Mais maintenant, on parle de la caméra obscura, les étudiants font des essais. Moi, j'avoue, j'avais jamais entendu parler de ça aux Beaux-Arts. Je crois que c'est vrai que ce concept de la caméra obscura est devenu quelque chose d'assez familier dans le monde, je dirais, d'une histoire de l'art contemporain. Et d'ailleurs, justement, je vais caler quelques éléments de tout ce que nous allons pouvoir développer. 3 images qui mettent bien en exergue que cette question de caméra obscura, c'est pas une chose qui date d'hier soir, mais qui remonte à un temps quand même très ancien, et qui repose, mais je vais te laisser le dire, en fait, fondamentalement, sur quoi repose la question de la caméra obscura, le principe, pardon, de la caméra. Le principe, peut-être vous avez déjà vu ça chez vous, quand on est dans une pièce noire et qu'il y a par exemple un petit trou dans un volet, ou on voit ça des fois dans une serrure, on voit à l'opposé l'image de ce qui est à l'extérieur se projeter sur le mur, à l'envers. Je pense que dès la préhistoire, moi j'imagine les premiers hommes préhistoriques qui ont vu ça dans des grottes. On imagine bien une grotte avec une petite ouverture et voir l'image à l'extérieur, mais ça a dû être, mais alors tout de suite, j'ai une question à te poser, à t'écouter, parce que mais si l'ouverture est trop importante, comme on peut l'imaginer... Non, il faut un tout petit... Il faut un tout petit trou. Oui, comme le plus gros, c'est un trou de serrure, quoi. Voilà. Et puis, j'imagine que quand ils dormaient dans ces grottes, il y avait des petits trous, un peu comme... Des effractions. Voilà. Et d'un coup, de voir le gros mammouth passer à l'envers sur leur mur, mais ils ont dû vraiment imaginer que c'était... Ils avaient le dessin animé avant que ça n'existe. Bien sûr, et c'est évident qu'ils ont vu ça. J'aime beaucoup comment elle est convaincue. Voilà. Mais c'est sûr. Alors, il y a eu des recherches qui ont été faites et je pense qu'il y a des... Pour vous montrer simplement, je vous l'ai dit, c'est simplement 3 images, mais vous voyez, ça nous permet de commencer cet échange par rapport à ce qui fonde le travail de Claire. Donc voilà une autre gravure que j'ai trouvée en préparant tout cela, qui permet encore plus d'affiner un peu la situation. Et Bible, évidemment, absolue de la fin du XVIIIe, l'encyclopédie, qui ne manque pas de souligner ici. Ce qui m'a intéressé d'ailleurs dans cette gravure de l'encyclopédie, et que j'ai recopié en bas dans la légende, parce que c'est marqué, on le voit en bas de l'image, dessin, évidemment, EIN, il ne faut jamais oublier que le mot de dessin, S-I-N, enfin 2 S-I-N, vient de dessin, D-E-2-S-E-I-N, donc toujours penser le dessin par rapport à la notion de projet, dessin, caméra obscure, enfin chambre obscure, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, cette gravure. Alors, donc tu nous as bien expliqué comment finalement est advenu cet intérêt pour la photo, à travers donc cette revue trouvée à Marseille. Là, on est en quelle année en gros 93, 95, 80. Et alors, à ce moment-là, tu te mets au travail, mais finalement, est-ce que tu arrives à trouver ta place ou est-ce que tu prends encore un peu de temps pour savoir que ça va être vraiment cette histoire de la caméra obscura? Non, en fait, je travaillais sur les tables d'orientation et avec une recherche de dessiner, pas forcément le point de vue qu'on nous impose, mais aussi ce qui est derrière soi. Ou, par exemple, en photo, on nous propose tout le temps une vue pour les actualités, par exemple. Et ben moi, j'avais envie de savoir ce qu'il y avait derrière, dans le dos du photographe. Donc, je cherchais à dessiner, ou je cherchais une idée comme ça, et je dessinais en rond, c'est-à-dire que je dessinais, je faisais un cercle, puis je dessinais des choses comme ça. Après, j'ai dessiné sur des pneus pour pouvoir les étirer et voir ce qu'il y avait tout autour. Et c'est après, en découvrant ce procédé de la caméra obscura, je me suis dit, mais peut-être qu'en photo, si je mets quelque chose tout en rond comme ça, et que je perce 2 ouvertures, ça va marcher. Et là, je me suis dit, j'ai qu'à aller voir. J'ai cherché, à l'époque, il n'y avait pas trop Internet, donc j'ai cherché des artistes qui l'avaient fait, parce que je suis un peu feignante, donc je me suis dit, quelqu'un l'a fait, je veux voir ce que ça donne. En fait, je n'ai pas trouvé, je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Ça, c'est l'humilité, tu ne peux pas t'accorder. Je suis sûre. Et du coup, il faut me dire si on trouve, si ça m'intéresse. Et je l'ai essayé. Donc j'ai pris une boîte de lessive, je crois qu'il y avait encore à l'époque ces barils de lessive là. Et puis j'ai mis du papier dedans.
Et puis j'ai été développer ça. Et puis la première fois, je me suis dit, si je te racontais tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est tout des deux côtés, qu'est-ce qui va se passer? Et puis en fait, bon, ça va passer du tout, et j'ai développé, et c'est là que j'ai commencé à faire ce travail en fait. Il y a la pluie qui s'invite à la conférence, mais enfin j'espère qu'elle ne va pas trop vous empêcher de nous entendre. Alors, non mais ça c'est très important cette histoire, parce que l'histoire d'une œuvre, c'est l'histoire d'une vie, toujours. C'est mon obsession en tout cas. Et donc il faut savoir un certain nombre de choses qui sont périphériques au travail lui-même pour mieux rentrer dans le travail. La preuve, c'est que lorsque, pour des raisons personnelles, il se trouve que tu vas aller vivre de l'autre côté, à New York, eh bien, tu vas très rapidement mettre en place une situation absolument incroyable, sur le modèle finalement de ces citernes qui sont au-dessus des buildings à New York que l'on voit quand on est là-bas. Donc, tu crées un objet qui s'approche de ces fameuses citernes. Comment c'est advenu cette idée-là? En fait, c'est une vraie citerne. Ça c'est une vraie citerne. Que tu as récupérée. Bah, en fait, oui. Là-bas aux États-Unis, il y a un truc qui est assez agréable, c'est qu'on va avoir une compagnie ou un sponsor, et puis on leur dit, bah voilà, j'aimerais bien récupérer, et là-bas on dit toujours oui. Après, ce qu'il y a derrière, c'est différent, mais on dit toujours oui. Et du coup, ils m'ont dit, mais oui, nous, en plus de 30 ans, on les démonte, donc on pourra en monter une, etc. Et puis, j'ai dit, bah, c'est super, on mettra votre nom sur le carton, parce que c'était pour un parc de sculpture conduit par Marc Di Suvero, dans le c'est pour Marc Di Suvero, d'accord. Avec Marc Di Suvero. Qui venait de temps en temps, il disait, ben toi alors, tu ne fais pas faire par les autres. Et ben oui, je ne faisais pas faire par les autres, parce que moi j'avais compris que la compagnie m'aiderait. Parce que une compagnie, en 2 jours, ils m'ont fait sur le toit. C'est des travailleurs polonais qui font ça, ils sont extraordinaires. Tandis que quand ils l'ont livré en planche. Alors c'est comme un tonneau, donc les planches elles sont disloquées, donc c'est un vrai puzzle. Et avec un ami incroyable qui lui était soudeur, on a fait les pieds. Et puis on a mis par temps de neige, parce qu'il fallait que ça soit quand même fait pour l'ouverture, on a mis 4 mois à la remonter. En fait, ce que tu mettais en place, c'était quelque part, il me semble, ce que dans la deuxième moitié du XIXe siècle faisait l'attraction sur les grands boulevards à Paris qu'on appelait les panoramas. Presque. Pourquoi presque? Presque parce qu'en fait, là on voit qu'il y a un petit trou en bas au milieu et un trou en haut. Donc il y avait 4 sténopées, mais pour voir à l'intérieur d'un volume comme ça, pour voir ce qui se passe sur tous les murs autour, il faut que l'œil s'habitue 20 à 25 minutes. Sans ça, on ne voit rien. Donc il faut passer dessous et rester dedans. 25 minutes. Donc personne n'allait rester. Donc moi, j'ai fait une petite boîte à l'intérieur où on pouvait voir avec un calque, on pouvait voir plus rapidement. Parce que c'était un parc public. Moi, j'aurais aimé que les gens rentrent, mais c'était un parc public, donc c'était pas possible. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour les yeux de s'habituer dans un volume comme ça. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la pratique de ton travail, c'est toute cette partie de création de l'outil qui va te servir à faire tes images. Oui. Donc c'est pourquoi je l'ai rapidement, là, on va parcourir quelques images pour que vous preniez la mesure de ces outils, comme par exemple cette boîte, alors dite plan large. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est exactement la situation? En fait, ça, je l'ai sur un toit, et les citernes, en fait, c'est des citernes à eau. Et en fait, j'ai commencé à prendre des photos sur les toits avec les boîtes, et puis quand même, j'étais tout entourée de ces grosses citernes. Et c'est ça un peu qui m'a donné l'idée de faire l'autre citerne. C'était un peu comme une sorte de petite provocation que j'avais autour de moi. On en voit une autre ici, j'aime bien cette image parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un caractère un peu nomade, il y a une potentialité nomade pour le déplacement. Un peu comme, allez, je fais la comparaison, elle n'est pas du tout audacieuse, mais je pense à ceux qui,
avec le chevalet, quand on travaille sur le motif, on se déplace et on va chercher. C'est un peu ça. Un peu. Et ça, c'est une pratique encore courante que tu fais en permanence Je ne fais pas en permanence, je fais plutôt des projets comme sur des... Comment dire? Il y a des moments où j'ai une urgence de faire des photos. Par exemple, dans mon quartier à Williamsburg, il y a un moment où j'ai senti que tout allait changer. Et donc, je me suis dit, il y a une urgence, et j'ai fait des photos pendant un mois, et 15 jours après, il y avait beaucoup de choses de raser. Du coup, je ne sais pas, c'est comme une urgence qui m'appelle à faire le travail. C'est-à-dire que là, tu appréhendes donc la photographie dans sa nature ontologique de mémoire. Oui, aussi, mais pour moi, c'est aussi de profiter des lieux à un moment donné. Où je suis comme appelée à le faire, et voilà, si je sens qu'il n'y a pas d'urgence, je ne sais pas, ça va pas être si ça intéressant. Ça va pas te motiver. Ça va pas être intéressant. Ça me fait penser à un gamin que j'ai vu hier. Il était en train de faire du skate sur un endroit assez dangereux. Puis moi, je passe, je lui dis, c'est dangereux quand même. Il me fait, bah oui, mais sans ça, ça serait pas drôle. Voilà, c'est un peu la même histoire. Oui, d'accord. Alors, ce qui m'intéressait à vous montrer, c'était le côté, je dirais pas bricolé, parce que c'est très sérieusement réalisé. Et c'est vrai, ce côté presque un peu aussi léger, et ce côté artisanal sur lequel je voudrais insister, c'est pourquoi je vous montre une photo du labo. Parce que quand, pour le dire, j'ai demandé qu'on me donne quelques images pour monter ce PowerPoint, en dehors de celle-ci que m'a envoyé Claire, Charlotte m'avait envoyé cette image du labo, et moi ça m'a rappelé des pratiques photographiques qu'on a tous fait, un labo de photo une fois dans sa vie avec la lampe rouge, le bac de je sais plus quoi être révélateur, enfin bon, finalement c'est ça, ça n'a pas bougé en fait. Donc tu es toi sur un vecteur de création artistique dans la photo qui délibérément se cale par rapport à quelque chose qui serait d'un archaïsme de l'histoire de la fabrication photographique. Oui, sauf que quand j'ai commencé, c'était pas si archaïque que ça. C'est-à-dire que le digital est arrivé après. Mais il y a effectivement, d'ailleurs, il suffit de voir l'exposition à l'ABI, la première phrase qui est sur la page le mur d'entrée, il est fait allusion au fait que nous sommes effectivement à une époque où on fait tellement de photos dans la journée et qu'on a un portable. J'ai pour la première fois oublié mon portable, c'est une excellente thérapie. C'est vrai que si tu veux, ce qui est intéressant avec ton travail, c'est que c'est un travail quand même qui s'intéresse, il me semble, à mettre en exergue la nature même de ce que j'aime bien appeler le fait photographique. Alors c'est drôle, mais moi je me sens plus proche du dessin que de la photo en fait. D'ailleurs quand j'arrive sur un lieu, je commence par repérer un lieu et puis je dessine peut-être rapidement avant. T'as un carnet de dessin? Ouais, je les ai, ils sont pas bien. Tu dessines le lieu avant de... Souvent, ouais, des fois, avant ou après, ça dépend. Des fois, je le dessine après, et puis je mets le temps un peu pour me rappeler. Mais c'est comme si j'étalais un papier et que c'était la lumière qui allait faire le dessin. C'est un peu, je récupère un dessin qui est fait par... alors, je me sens plus là-dedans que d'être vraiment photographe. Je me sens pas vraiment photographe. Et c'est vrai qu'on m'emmène toujours sur le terrain de la photographie, mais moi je regarde plus les peintres et les graveurs et les dessinateurs que les photographes. Oh, je regarde beaucoup les photographes aussi, quand même. Alors, mais c'est vrai que le type de travaux que tu fais sont quand même de l'ordre du photographique. Ça, c'est un peu particulier. On va regarder les 4 images. Hein. Ouais. C'est une série donc, intitulée Piscine, à Marseille en 2003, comme vous le voyez. Et là, on a effectivement des images qui sont particulières, elle vient de nous expliquer, puisque techniquement, c'est ce qu'on appelle un tirage lambda qui est contrecollé donc, sur aluminium. Donc, tu vas nous dire un petit peu, enfin, il y a 2-3 questions que j'ai envie de te poser, et comme ça va te permettre de nous expliquer un peu cette série de 4 photos.
le motif de la piscine, c'est un choix qui est conditionné par quelle situation? En fait, je m'intéressais, je ne sais pas pourquoi, la peinture de David Hockney. Merci. Sur les peintures de piscine m'ont toujours un peu fascinée. J'ai appris par la suite qu'il avait travaillé toute sa vie et il a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Savoir secret en français, sur justement tout le rapport de la camera obscura avec la peinture dans le cours des siècles. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un hasard. Et à ce moment-là, j'ai cherché des images de ces peintures que je n'ai pas trop trouvées, parce que quand on fait piscine David Hockney, on ne trouve pas forcément. Non, il faut faire splash. Tout de suite. Il faut faire splash. C'est ça. Et oui, c'est le titre. Mais je ne parlais pas anglais à l'époque, et du coup, on peu. Et du coup, si j'ai piscine, ça ne sort pas. Bref, j'avais ces piscines dans la tête et je voulais vraiment réaliser une série de piscines. Et après, j'ai appris tout ce qu'il y avait derrière ça. Et alors là, la technique. Donc là, c'est une petite boîte, une boîte de whisky, dans laquelle se glisse. Une boîte de biscuits. De whisky. De whisky. De whisky. Ah oui, cylindrique. Cylindrique, qui est de format Ocean peut-être, qui est de format anglais et ça glisse juste dans les tuyaux d'emballage de format français. Donc voilà, du coup ça c'était pratique. Et en fait c'est un négatif de 18-24. Donc après on peut scanner le négatif et en faire un positif et l'agrandir. Mais c'est une des rares fois où j'ai fait ça. On s'entend bien, cette boîte ouais. de whisky, de bouteille de whisky, donc c'est ta caméra oscura, tu la perfores ouais. Pour cette série. Ouais. Au lieu de mettre un papier sensible, tu mets un négatif sensible, c'est bien ça? Je mets du papier, mais là c'était du négatif. Ouais. C'était du négatif, ce qui t'a donné l'image sur le négatif, par le principe de la caméra obscura. À partir de cela, tu as tiré un positif que tu as scanné. Non, j'ai scanné, en fait on scannait tu scannes le négatif direct. Négatif, et à partir de cela, ah oui, parce que c'est resté en négatif, pardon. Et tu arrives au tirage en bas. En positif. Là, en positif. D'accord. Et puis, j'aime pas trop montrer les personnages en négatif. En fait. Alors, il y a une chose qui est effectivement rare dans l'expo, notamment qu'on voit à l'abbaye, mais dans ton travail en général, c'est qu'il y a très peu de personnages d'habitude. Est-ce que c'est parce que ça bouge trop pour pouvoir être capté dans la caméra obscura, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? C'est deux choses. Les personnages qui ne bougent pas, il y a une avec le lac, où on voit des personnages assis. C'est-à-dire pour moi, il y a une sorte de rapport au temps. Et quand je fais ces photos, je suis un peu dans un autre espace-temps, en fait, parce que il y a comme une proximité, je sais pas, avec le papier sensible, où le temps est lent, je sais pas comment dire ça. Et donc forcément, je suis assez seule dans ces moments-là, et je suis pas étonnée qu'il y ait personne sur les images, même s'il y a du monde. Et d'ailleurs, c'est plus difficile quand il y a beaucoup de monde autour, parce que c'est plus difficile de faire abstraction. Et puis aussi, le deuxième point, c'est que j'ai des temps de pause qui sont très longs, et du coup, les personnages passent, et on les voit très peu. Par exemple, dans une situation comme celle-ci, les personnes ont posé. Les personnes ont posé, oui. Et le temps de pause, alors là, le petit il est assez bref, puisque la boîte est petite. Ouais, la boîte est petite, le temps de pause, il était, je sais pas, quinzaine de secondes peut-être. Oui, c'est bien ça, hein. Dans la caméra, dans le principe de la caméra, plus la boîte est grande, plus le temps de pause est long. Voilà. D'accord. Et en fait, si on y réfléchit bien, ce principe de la caméra oscura, ça procède du mode de l'impression. Oui. Donc on est dans l'estampe, hein, puisque l'estampe c'est stampa, c'est-à-dire imprimé. Oui, c'est plutôt du côté de l'estampe que de la peinture, ou avec cette particularité que c'est unique. Ouais. Plus que de la photo, même, je dirais. Oui, plus que de la photo, même. Alors, il y a une image qui est aussi de Marseille, une année plus tard, enfin peu importe l'année d'ailleurs, mais on
on en a parlé hier soir au téléphone, parce que je te disais ce que j'avais organisé, et tu m'as dit, ah mais si, celle-là, elle est importante. Oui, elle explique quand même bien l'idée de mon travail, qui est de photographier l'action. L'action, là, c'est une manifestation. Donc, une photo journalistique aurait été une vue de la manifestation. Et en fait, sur cette photo, j'ai l'événement, les regardeurs, et puis aussi à droite, il y a tous les gens qui sont assis au bar, que ça ne concerne pas du tout, ça les intéresse même absolument pas, quoi. Et du coup, c'est rassemblé sur un cliché, parce que ça, c'est pas là, il faut que tout soit ouvert en même temps, c'est-à-dire que c'est un cliché d'un instant, c'est un instant T, où il y a tous ces événements rassemblés. Donc ça explique assez bien l'esprit du travail. Donc au bout du compte, ce qui fait la spécificité de cette démarche, j'ai noté en passant que tu as dit quand même, j'ai photographié. Oui, oui. Ben oui, là, il y a moins le côté dessin, puisque c'est aussi un négatif. Ça, c'est un négatif. Que j'ai passé en positif. Tu as passé en positif. Donc là, il y avait la volonté de... Oui, des photos contact sur papier, je ne sais pas si c'est une formulation... Si, parce que là, en fait, au lieu de le scanner, celui-là, j'ai simplement repris le négatif. Et tu l'as fait par contact. Et j'ai fait un contact. Donc ça, dans ton labo, ouais. Selon les principes anciens de mettre la lumière pendant quelques secondes. Ok. Ce qui est intéressant, évidemment, avec ce type de travail qui est le tien, et donc on va voir d'autres situations qui amènent d'autres modalités de travail et de réflexion sur ce phénomène, c'est que vous êtes avec, là aussi, un travail par rapport à cette folie effervescente de l'image contemporaine, qui est un travail sur la lenteur. Ça ne se fait pas en sortant son iPhone, voire même son Leica et clic, quoi. C'est un travail de la lenteur. Ça, c'est quelque chose qui pour toi est très important. Ou est-ce que tu le prends en compte? Est-ce que tu es allé chercher parce que c'est lent et que c'est une mesure qui t'intéresse? Ou est-ce que c'est, bon, je l'ai pris en compte et je fais avec et ça me convient aussi? Comment tu en parles? Parce que c'est pas, pour moi, le travail, c'est pas un travail lent. Parce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est un travail... Au contraire, quand je travaille, c'est très rapide. Au contraire, au moment du travail, oui. C'est très rapide et il y a un instant où on s'arrête. Et c'est peut-être ces instants où on s'arrête qui m'intéressent et non la lenteur. C'est plutôt l'arrêt total. Sans savoir quel est le résultat. Souvent, je commence à mieux maîtriser, mais une fois sur 3, je ne connais pas le résultat. Mais quand même, j'anticipe. Ce qui veut dire qu'il y a des déchets. Il y a des déchets, oui. Enfin, ce qu'on appellerait plutôt des tests, du moins c'est comme ça que tu m'en as parlé. Non, il y a des tests. Il y a des tests pour les grandes photos, qui sont des petits bouts de papier que j'utilise. Mais là, il y a des ratés. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est raté, c'est j'ai pas atteint le but. Ils sont là, mais j'ai pas atteint le but de ce que je recherchais. Donc ça peut être des déchets, oui. Et là, dans cette image-là, particulièrement, si j'ai bien compris, le but, c'était de rassembler sur la même image des situations antinomiques. C'est-à-dire les gens qui étaient là dans la manif, et puis ceux qui étaient en train de boire un coup derrière, et qui, en fait, ne se préoccupaient pas de ce qui se passait. Vraiment, oui, le hors-champ. Est-ce que ça n'a pas à voir un peu, d'ailleurs, je reprends là les premières paroles, enfin, je pense tout d'un coup au texte de Claire Viala, qui est dans le petit livret de la Fondation, cette manière de rabibocher deux espaces ou deux temporalités, c'est du cubisme. Peut-être. Il y a à voir avec cette esthétique. Il y a une recherche par rapport à la perspective, c'est sûr. Mais c'est aussi un peu... Ouais, c'est un peu du tissage aussi, quelque part. De pouvoir
Mais il faut que ça soit sur le même moment. Quand tu me dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu me racontais tout à l'heure. Bon. Ah ben oui, mais j'ai l'impression que tout ça se lie. Hein. Il faut savoir simplement que si à un moment de son existence, elle est allée à 17 ans vivre en Bretagne avec ses parents, c'est parce que ses parents ont changé un peu, je simplifie et tu me corriges, d'axe professionnel et ont décidé de faire tisserand artisanal. Ouais, c'est le premier métier que j'ai appris. Tout ça n'est pas innocent, je pense. Je pense que toi aussi, tu tisses quelque chose. C'est possible. C'est pas les mêmes mailles, c'est pas les mêmes matériaux, mais il y a un peu de ça. Alors, on va retourner en Amérique, une minute, parce que j'avoue que j'ai été assez fasciné par cette situation. Parce que ce qui, moi, je trouve est très, très puissant dans ton travail, c'est les moyens que tu te donnes, en fait. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Le résultat est magnifique. Ça ne fait pas de problème, mais ce qui est intéressant, c'est les moyens que l'on se donne. Tu vois, je pense, en le disant comme ça, et ça résonnera ici, parce qu'on le connaît bien, je pense à Opalka. Je pense à Opalka, les moyens que Opalka s'est donné pour faire quelque chose, parce que il y a ça c'est indicible, parce que c'est en soi, on a besoin de faire comme ça. Et là, j'avoue que quand j'ai vu la première fois cette pile du pont, l'image de la pile du pont, je me dis, mais elle est allée chercher... Comment ça advient? Comment ça advient? Une invitation pour faire une expo à Pittsburgh. Et puis, comme j'ai fait ici, j'ai cherché un endroit, parce que, la citerne, c'est bien de l'expérimenter une fois, mais après, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir si la ville offre une architecture intéressante comme la citerne. Et j'ai tourné dans la ville et j'ai vu ces piles de ponts. Et je me suis dit, mais vraiment, un pont qui se photographie lui-même, ça peut être intéressant. Et du coup, on a demandé les autorisations, il a fallu tout nettoyer, mais en fait, quand je fais ça, je ne m'aperçois pas trop. Parce qu'il y a une idée et il faut aller au bout. Et après, je me dis, ah ouais, il y avait ça, crotte de pigeon, j'ai fait ça, il y avait les clochards qui venaient et disaient, comment t'as eu la clé? Parce que nous, il y en a deux autres, on aimerait bien l'avoir aussi, quoi. Et puis après, je me rappelle de tout ça, mais l'idée, c'est vraiment, j'ai l'idée de ces instants où la photo, où je vais laisser la lumière se mettre sur le papier de tout ce qu'il y a autour, et voilà. Et je suis tirée par ça, en fait. Tu es tirée quoi? Par la difficulté, par la singularité, par le pari à tenir? Non plus, non. C'est pas quoi? Je sais pas. Parce que je veux voir le résultat. Je veux voir... Ah oui, d'accord. C'est l'objet. C'est l'objet final. Je veux voir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. Est-ce que, quand tu as l'image, tu es content du résultat? Je veux dire, est-ce que ça satisfait l'attente? Oui, sans ça, je le jette. Ah, sans ça, tu le jettes? Ouais. Tu le détruis? Non, je le roule dans un coin et puis ça se détruit tout seul parce que ça va être mal stocké et tout ça. D'accord. Alors, en quoi, sur cette image-là, l'attente était-elle satisfaite? Eh bien, je suis au milieu de l'architecture et il y a toutes ces formes, toutes ces lumières, tous ces enchevêtrements d'architecture. Et puis, je sais pas comment expliquer, il y a une sensation de la lumière sur un lieu, et cette sensation que je ressens et cette force de l'architecture, j'ai envie de la retranscrire et de la partager. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu, si c'est un lieu par exemple étroit, avec un plafond bas, on se sent un peu comme ça. Si c'est un lieu qui est ouvert, avec des points de vue incroyables, ça nous ouvre l'esprit, ça nous ouvre, on a envie d'y aller, on se sent différent. Et c'est cette façon de se sentir dans un lieu que je cherche à rendre dans mes photos. Alors ça marche peut-être pas du tout, mais en tout cas, je sais qu'il y a une zone il y a des architectes qui travaillent sur le ressenti de l'architecture sur le corps. Il y a un nom, peut-être, Jean-Marc, tu me dirais, je ne me rappelle plus comment c'est. Et c'est ce rapport avec le corps, l'architecture, la lumière, et c'est ça qui m'intéresse de rendre. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a tout autour aussi. Et c'est cette tension que je cherche
voilà, qui pousse à faire ces images. Alors, en t'écoutant, il y a deux choses qui m'ont traversé l'esprit. Au tout début, tu as parlé de ces lignes de fuite, de ces points de vue, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai vu cette image que nous avons tous pratiquée quand on est gamin et même encore. On regarde à travers une espèce de kaléidoscope. Kaléidoscope, ouais. C'est quelque chose qui t'a peut-être frappé, ça aussi? Non, parce que c'est trop morcelé. C'est trop... Ah, c'est trop... Là, c'est trop... Le kaléidoscope, non. Non, trop morcelé. D'accord. Et alors, quand tu as parlé de la lumière qui tombe sur l'architecture, qui la révèle en quelque sorte, ou qui entraîne aussi cet objet architecture vers une autre image, en quelque sorte, là, j'ai pensé, on en parlait tout à l'heure aussi, quand on était à l'abbaye, à la manière dont Man Ray a inventé les rayographies et les rayogrammes. Comment il fait tomber cette lumière sur un objet qui va imprimer sur la surface sensible sa force, et puis finalement se révéler dans une autre forme. Est-ce que par exemple, quelqu'un comme Man Ray est quelqu'un que tu as regardé, qui t'a stimulé ou en fait, oui, je l'ai beaucoup regardé au Beaux-Arts. Et en fait, peut-être que ça m'a appris à regarder ces images très contrastées. Et puis à côté, c'est vrai. Voilà, l'objet est posé, la lumière est là, il n'y a pas de manipulation. Une vérité fugace. Oui, aussi, mais c'est l'instant. La lumière était comme ça à ce moment-là. Et c'est vrai que je vais revenir plusieurs fois dans le lieu pour savoir à quel moment la lumière est la plus intéressante et la plus pertinente. En fait, ça me rappelle un truc, c'est quand j'étais môme et qu'on se baladait. Une fois, on était venu en montagne. J'ai été venue une fois en montagne. Et après, je voulais dessiner ce que ça m'avait l'impression. Alors, j'ai mis des feuilles, puis après, je pleurais parce que j'y arrivais pas. Il n'y avait jamais assez de feuilles pour mettre tout ce qu'il y avait tout autour, quoi. Et peut-être que là, je résous un peu mieux mon problème. Ah non, mais c'est une belle image. Alors, tu es allé, par exemple, aussi chercher ce type de situation sur le port de Nantes notamment, mais aussi à Brest et même aussi aux États-Unis, enfin à New York, hein, je crois aussi. Oui. Donc toute une série sur les ports, hein, qui constitue un noyau assez important. Là, tu es avec une caméra obscura. Tu peux nous dire un mot de cet objet que nous voyons? En fait, cette citerne, c'est ma deuxième citerne que j'ai reconstruite au Centre d'art de Brest à la Passerelle. Et c'est pareil, elle arrive en planche par bateau. Et ça, ça m'a permis d'aller photographier sur les ports, au temps de Vigipirate, ça doit être toujours fermé maintenant. Et du coup, on peut photographier avec ce genre de caméra sur les ports, parce que les capitaines de port sont pas inquiets, parce qu'en fait, c'est les bateaux qui arrivent sont pas inquiets parce qu'ils voient pas de photographe. Mais en fait, ça me permet d'être sur ces sites de port que j'aime beaucoup. J'aime être dans cette ambiance, sans problème. Qu'est-ce que tu aimes dans ces sites-là? Dans les sites de port, les ports, c'est un peu comme les paysages où il y a des lointains, on peut partir, on peut s'échapper. C'est des lieux de départ et de rêve aussi, quelque part. Je sais pas, moi, ça me fait rêver, ces endroits-là. En tout cas, ce qui est intéressant à retenir, c'est comment tu opères là, sur le mode, on va presque dire, du voyeurisme. Je sais pas, non, je me sens pas voyeur, je me sens observatrice plutôt. D'accord. J'ai pas l'impression de voler, mais plutôt d'être dans l'observation. J'aime observer, en fait. Mais tu sais que tu le fais, alors que théoriquement, c'est interdit. Surtout que si c'est époque Vigipirate. C'est interdit. Vigipirate, ça dure. Finalement, le Covid, ça va durer. Non, c'était pas interdit. J'avais l'autorisation du capitaine de port. C'était juste pour pas effrayer, quoi. D'accord. C'est des lieux merveilleux où, voilà. Ça fait 2-3 fois là que tu parles justement de la gestion de ces situations et je les apparente à t'écouter. Je me souviens d'avoir eu la chance de parler avec Christo au moment de l'empaquetage du Pont Neuf, et il me disait, c'est fou toutes les barrières que j'ai dû franchir pour avoir enfin le papier qui m'autorise à empaqueter le Pont Neuf. Ça a duré 15 ans, je crois, jusqu'à ce qu'enfin la mairie se décide. Ça, c'est une partie importante du travail que tu mesures avant de décider d'aller travailler sur un lieu, ne sachant pas comment ça va se passer, ou est-ce que tu te renseignes et puis des fois tu abandonnes en te disant, c'est pas possible.
des fois. Mais quand j'ai quand même envie d'aller sur ce lieu, les ports, là, bah, il a fallu faire des rendez-vous. Et puis, quand même, quand on travaille avec on a le soutien d'un centre d'art, ça aide quand même. Oui. Ça fait quand même une carte. Oui, là tu avais le centre d'art passé. Là j'avais le centre d'art. Après à New York, une ou deux fois quand même, on a été un peu en sauvage. Et là, faut être rapide. Et puis faire vite le travail et repartir. Ce qui est possible avec les petites boîtes, ou moins facile avec les. Puis quand même pour la citerne, pour donner encore une petite histoire, c'est que quand je suis arrivée à New York, il y a quand même beaucoup de vie, c'est dense et tout ça. Et puis il y avait quand même là-haut toutes ces citernes qu'au départ j'imaginais vides, mais qui en fait sont pleines d'eau. Et j'imaginais bien aller habiter là-haut, dans ces citernes. Ça sera pour. Enfin, ça rappelle la fin de notre entretien et les cabanes en Bretagne. Pour rester sur Nantes et sur le port, donc voilà quelques vues que j'ai sélectionnées. Dans celle-là, on voit le mouvement de la grue. La grue a tourné à ce moment-là. Et là, c'était génial. Qu'est-ce qui était génial? De prendre ce moment où la grue tourne. On voit le mouvement de la grue dans celle-là. Mais c'est curieux que tu dises que ça t'intéresse, puisque finalement, ce qui t'intéresse, c'est de capter un instant. Oui, mais avec un petit mouvement, là, c'est... Une petite vibration, quand même. Hein. Donc ici, une autre vue de ce terminal produits forestiers, mais en amont cette fois-ci. Alors, négatif sur papier barité. Tu nous donnes une explication en deux mots? En fait, il y a des papiers, bon, c'est un peu technique, hein, mais il y a des papiers qui sont plus plastifiés, plus faciles à utiliser dans ces grandes dimensions, et des papiers qui sont papier. C'est du papier et il y a plus de techniciens sûrement ici que moi. Et c'est un papier qui est sensibilisé. Mais la matière, elle est beaucoup plus belle encore. On peut avoir des noirs plus profonds, mais c'est extrêmement fragile et difficile à... Et là, la citerne qu'on voyait tout à l'heure, sur le port, elle est percée de combien de trous? 4 trous. Et pourquoi on ne voit pas les traces? Alors, on ne voit pas les traces que, contrairement aux boîtes, dans les boîtes, en fait, le papier, il est à l'intérieur de la boîte, sur les parois. Sur les parois internes. Internes. Et je perce le papier photo. En fait, presque le négatif, le papier et l'appareil photo, avec ses objectifs. Tandis que là, au milieu de la citerne, j'ai fait des grandes photos, mais ça fait 7 mètres de long. Et du coup, c'est un peu... Ah oui, sur les parois externes, tu en as fait 7 mètres de long. Voilà, la circonférence, là on n'a pas d'image, mais la circonférence fait 7 mètres de long. Et donc 7 mètres, c'est beaucoup à gérer, donc j'ai mis un cylindre à l'intérieur. Et donc j'ai pas besoin de repercer le papier. Donc en fait, dans la citerne, au centre, il y a une espèce de colonne, c'est ça, autour duquel tu mets le papier, et dans ces cas-là, tu ne perces pas, puisque les trous ont été percés sur les parois externes. C'est ça. D'accord. Une autre image, ces différences d'images que tu fais sur le port de Nantes, par exemple, elles sont faites dans la même temporalité? Oui, dans le même... Qu'est-ce qui fait que les effets, le rendu est différent? C'est le temps de pause? Alors, tu joues avec le temps de pause, à enlever, à arrêter la chose? Là, je jouais moins, maintenant je joue plus avec. Parce qu'en fait, si on est dans des côtés, si par exemple le lac est très très lumineux, donc le temps de pause va être moins grand parce que ça va brûler la photo. Donc là, je n'ai pas joué beaucoup avec le temps de pause, j'ai simplement ouvert et fermé. Alors justement, quand tu dis jouer avec le temps de pause, comment tu l'arrêtes ce temps de pause? Parce que tu as 4 trous en même temps à... Voilà, ou 3, là j'en ai 3. Et j'ouvre tout et après je ferme progressivement. Parce que tu as installé un clapet? Non, un papier, un scotch, tout. Voilà, c'est ça. Okay. Et ici, une image un peu différente. C'est un détail, ça. Et c'est un détail du port. Voilà, ouais. D'accord. Et puis, à Brest, une autre image que j'ai retenue pour une raison que vous allez comprendre avec l'image suivante. Donc, celle-ci, d'ailleurs, elle est présentée à l'abbaye. C'est un grand format, hein.
Ouais, c'est grand. Combien ça fait là Ça fait l'image de la mairie 2,50 m par 1,10 m à peu près. Tiens, on va faire une petite parenthèse comme ça, avant de montrer la raison pour laquelle j'ai retenu celle-ci plus particulièrement. 2,50 m par 1,10 m. L'économie, pour un artiste, c'est tellement important. Il y a des sorties possibles sans trop de difficultés. Je veux dire, quand tu fais une expo, il y a des collectionneurs qui sont notamment sur des objets comme ces panoramiques qui sont particulièrement accros, des institutions. Parce que ce sont des pièces uniques, il faut le rappeler. Oui, c'est des pièces uniques. Donc ça fait quand même un certain prix. C'est pas Jeff Koons, hein, bien sûr. Mais est-ce que l'économie, elle est difficile ou comment tu la vis? En fait, ça dépend si on a une très bonne galerie qui est capable de bien vendre ou pas, quoi. Donc avant, j'étais avec la galerie des filles Calvert qui en vendait quand même pas mal. Oui, qui est un peu spécialisée à Paris sur le photo. Et puis elle a vendu à des artothèques et voilà. Et puis là, je suis dans une autre galerie qui s'appelle H Galerie à Paris. Et aussi, ils font un très très bon travail. Donc là, il y a un travail. Mais vivant entre Bretagne et l'Amérique, New York, oui. Tu as travaillé avec des galeries à New York? Non, j'ai exposé dans beaucoup de lieux associatifs. Mais j'avoue, il faut se battre un peu pour avoir une galerie. Il faudrait que je m'en occupe un peu plus sérieusement, mais pour l'instant. D'accord. Et alors, pour rester sur ce terrain de l'économie de l'artiste, qui est toujours une petite séquence que j'aime bien aborder, tu es quelqu'un qui, dans la qualité du travail que tu fais, passe beaucoup par le biais de la résidence. Oui, parce que. Oui et non, ça dépend. Comment ça se passe? C'est le hasard ou tu réponds à des appels à candidature? J'aime pas répondre à des appels. Là, ici, par exemple, à Annecy, c'était une rencontre avec Jean-Marc Salomon. Et je lui. Tu me démentiras, Jean-Marc, si je dis des bêtises. Et je lui avais parlé de mon désir de travailler sur une zone industrielle. Dans l'absolu, tu veux dire, voilà. Pas spécialement à Annecy? Non, pas forcément à Annecy. D'accord. Et puis, quelques temps après, je sais pas, 1 ou 2 ans après, il m'a dit, tiens, tu m'avais parlé de ça, ici, on en a une belle. Et du coup, je l'ai remercié de me proposer et puis de me donner les moyens, parce que c'est aussi ça. D'accord. Donc c'est... Parce qu'au niveau de l'économie, il y a quand même des structures et des fondations qui peuvent donner des moyens intéressants. D'accord. Alors, j'ai retenu cette image parce que j'ai été interpellé par le fait que dans les images que j'avais reçues de la Fondation de Claire, une image qui montrait une exposition à Nantes pendant la quinzaine photographique nantaise, qui en fait, voilà l'accrochage, au début je me suis fait piéger parce que j'ai pas bien regardé, puis je me suis dit mais c'est la même image, c'est pas un diptyque. Au début j'ai cru que c'était un diptyque. C'est pas un diptyque. C'est pas la même image. C'est deux moments différents. Elles sont différentes. Ah oui, oui. Alors donc, c'est joué sur une temporalité décalée de 2 temps du même sujet. Ouais, elles sont presque pareilles, mais à un différent moment de la journée. Ça correspond à quoi, ça? Est-ce que ça correspond, tout de suite, qui me vient à l'esprit, à, en quelque sorte, une envie narrative? Peut-être. Peut-être. Ah, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Peut-être. Peut-être sur une envie narrative. Alors ça précède ce qu'on va voir tout à l'heure et qui est la partie filmique. Ouais, peut-être. Donc c'est le prolégomène, comme dirait, je ne sais plus, prolégomène à toute métaphysique future, là je ne sais plus, Kant, Emmanuel Kant. Ça fait très savant. Donc c'est peut-être ça. C'est le début d'une problématique qui t'intéressait du côté de l'image, on va dire animée. Peut-être. Il y a aussi un changement de... Je sais pas, c'est... Pour faire savant, je dirais qu'il y a un changement de paradigme. Je sais pas, Joker. Joker. Alors, là, on est avec... c'est la même citerne que sur le port? Oui, c'est la même. C'est une jolie image. Qui est une image de la citerne qui va en route vers Kerguénec. Alors Kerguénec, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un domaine départemental
absolument fabuleux sur la commune de Bignan. C'est ça. C'est bien, ça. Je me souviens. C'est un lieu absolument extraordinaire qui, en partie, a été transformé en centre d'art contemporain, mais il y a beaucoup de choses. Il y a une espèce de château, enfin pas une espèce, il y a un château 19e façon Renaissance qui abrite une école de restauration de peinture, le centre Talcoat. Donc en fait, tu faisais une résidence ou bien... C'est pareil, j'étais invitée pour une résidence. Donc tu es parti avec cette idée de faire des photos avec ta citerne. Voilà. Et dans la forêt, parce que contrairement à... Dans la forêt. Là, j'avais envie d'après des zones industrielles, des ports. Et donc, je suis partie avec la citerne. Avec la citerne, et tu as fait des photos. Des petites photos. Comment ça, des petites avec la citerne? Non, en fait, j'ai pas pu utiliser la citerne parce qu'il n'a pas fait assez beau temps. Ah, c'est une question de soleil, parce qu'il faut, ceux qui font qui utilisent les caméras obscura savent qu'il faut plein soleil. S'il fait gris, ça marche. Le papier c'est une condition préalable à la possibilité de travailler avec la caméra obscura, il faut vraiment du soleil. Vraiment du soleil, sauf si on a des négatifs extrêmement sensibles, ce qui est de plus en plus impossible à trouver. Mais avec le papier, parce qu'on ne fait plus de négatif actuellement. Le numérique, même pour avoir du papier, maintenant il faut le commander à Ford. C'est une Ford, ton fournisseur, enfin la marque. Ouais, c'est pas que je fasse de la pub. Et le produit, c'est-à-dire que je le commande en Angleterre. Et pourquoi ça met du temps à arriver à Paris? Parce qu'il est produit. Parce qu'ils ne peuvent pas le stocker, parce que le papier, au bout de 2 ans, 3 ans, il est périmé. Il s'abîme, quoi. Des fois, j'ai utilisé des papiers de 2 ans, mais il avait pris chaud ou humide et ça marche. Alors donc, là, tu vas à Kerguénec avec la citerne, c'est quand même déjà un déménagement certain, je suppose. C'est quand même du boulot. Et puis finalement, hop, ça tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Et puis, tu es obligé d'utiliser ton petit format. Des plus petites. Alors, une petite boîte, et puis une boîte comme vous avez vu au début en photo. Mais là, je dirais, ça rend pas très bien. Enfin, si vous avez la chance d'aller le voir à l'abbaye, il y a des tas de gris qu'on ne peut pas rendre en photo. Non, mais sur l'écran, bien sûr. Du coup, ça rend pas... C'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Est-ce que tu parlerais justement... Alors, ces gris-là, justement, cette question de valeur, comme on dit dans le langage esthétique, c'est quelque chose qui obsède, qui préoccupe le peintre, qui tente de régler par des jus, par toutes sortes de pratiques ou de protocoles de travail. Toi, t'es pas coupable. Comment tu arrives à régler ces histoires de gris? Puisque finalement, c'est pas toi qui t'appuies pas. Où est-ce que tu interviens pour arriver à tes fins de valeur? Dans le temps de pause. Dans le temps de pause. C'est-à-dire que ça peut être vite trop gris ou trop... Et puis l'intensité de la lumière. Il y a le temps de pause et l'intensité de la lumière. Et s'il n'y a pas tout ça, ça marche pas. D'accord. Donc c'est maîtriser ces paramètres-là pour arriver à tes fins. Parce que quand je dis arriver à tes fins, puisque tu insistais sur le résultat, tu sais ce que tu veux. Ouais. Je sais le contraste que je veux obtenir. Alors, tu sais le contraste que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais savoir qu'est-ce qui te conduit à la certitude de ce contraste par rapport au sujet, au motif que tu vas. Si tu vas sur un port, si tu vas dans la forêt, quel est le truc qui te... Là, je vais répondre à un truc qui n'est pas très... Il n'y a pas de logique dedans. C'est peut-être un peu de la synesthésie, c'est comme ça que ça s'appelle. Où j'ai un rapport entre le contraste, le dessin, et pour moi ça doit être musical. C'est-à-dire que presque je le regarde, et s'il y a un rapport avec le son, je ne sais pas comment expliquer. Et si c'est juste, ça me va. Si c'est pas juste, ça me va pas. Mais c'est pas un truc qu'on peut vraiment expliquer, ça. Oui, non, mais c'est intéressant, le rapport avec le son. Pour moi, c'est
C'est comme si je voyais à un moment le son, quoi. Mais je peux pas tellement t'en dire plus. Ça presque... C'est presque à l'oreille, c'est presque mon oreille qui me dit si c'est juste ou pas. Tu as pratiqué la musique? Un peu, oui, mais pas énormément. Quel genre? J'ai fait du solfège, du piano, de la guitare. Mais voilà, il faut que ce soit juste à mon oreille, mais je peux pas te dire plus, voilà, c'est bizarre. Non, mais c'est intéressant comment tu établis là des relations puissantes entre une image fixe, un médium qui s'appelle le sténopé, et puis le son. C'est quand même très enrichissant à y réfléchir à tout ça, hein, comment une espèce de globalité en même temps. Alors, en même temps que justement il y a ces questions par rapport à l'espace, tu as beaucoup insisté sur ce qui est derrière, là, et en fait tu dois avoir des yeux là. Tu devrais percer un œil. Non, on n'en a pas besoin parce que quand on se déplace, on le sait tout ça. Autre image de Kerguelen, toujours. Et puis, voilà donc la vidéo qui est arrivée dans le travail. Donc vous avez lu la légende, Running Man, pas besoin de traduire. Quel est le plus que tu vas chercher dans cette pratique? Toujours pour voir, pour ce que je voulais le voir en fait. Et j'ai fait une boîte avec 2 ouvertures. Là, il y a 2 ouvertures. Et j'ai mis la caméra dedans. Et au lieu d'être projeté sur un mur, c'est juste projeté sur un calque. C'est-à-dire que tu as fait 3 ouvertures, parce qu'il faut l'objectif de la caméra. Oui, je me fais une boîte et je suis dedans. Et comme tu le disais tout à l'heure. Je suis dedans. Comme le photographe jadis avec avec photo à champ. Le noir, je me mets dans le noir. Et puis j'ai comme un petit écran de cinéma qui sont ces 2 ouvertures qui sont projetées sur un calque. Et je filme ce calque tout simplement. En fait, c'est du cinéma. En fait, tu fais du cinéma. Du cinéma, ouais. Et en fait, je voulais voir comment se déplaçait un être humain dans ce paysage. Et c'est pareil, ça refait un tissage d'images, puisqu'il y en a 2 qui se superposent. Et en fait, c'est quand même en arrivant à New York que j'ai eu l'idée de se faire ces petites séries d'hommes qui courent. Parce que c'est une ville où ça va... Moi, j'étais fixe avec mes caméras, Obscura. Et puis autour de moi, ça courait. Et c'est vrai que j'ai eu envie à un moment donné de capturer. Alors, on va regarder l'image suivante, qui va nous entraîner dans un paysage voisin, puisque, comme vous le disiez, nous sommes à Flaine. Mais regardez bien cette photo, qui est une photographie qui n'est pas faite par Claire, mais par Charlotte, qui est allée voir sur le terrain cet objet absolument passionnant que vous observez peut-être. Vous avez 3 lots de sapins, dans le deuxième, donc celui qui est un peu au milieu, vous observez une espèce de construction, et cette construction, c'est ce magnifique refuge Tonneau. Donc tu t'es saisi de ce refuge Tonneau. On ne peut que, évidemment, comprendre ton irrésistible envie de travailler sur ce bijou architectural qui avait été effectivement conçu en 1936, j'ai lu, et fabriqué en 1938 par Charlotte Perriand et, je crois bien, le beau-frère de Le Corbusier, hein, c'est bien ça. Hein. Alors, tu t'es saisi de ce refuge Tonneau, et bien sûr, on peut comprendre.
Et donc, tu l'as transformé en caméra obscura. Et pour que ce soit très efficace, tu as installé comme une espèce de parasol, on va dire, tout autour pour éviter toute fuite inappropriée de lumière. En fait, le parasol existe, c'est-à-dire que Charlotte Perriand s'est inspirée d'un manège. Et du coup, ça existe, et moi j'ai juste glissé du tissu. Je me suis servi de ça pour glisser du tissu pour le faire moi, en fait. D'accord. Et ça, vous avez vu, c'est le premier étage du refuge. Du refuge. Oui. D'accord. Alors, de là, tu tires. Donc, tu installes un cylindre au centre, c'est ça? Voilà, comme dans la citerne, tu nous l'expliquais. C'est ça. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été là 10-12 jours. Il a fait 9 jours de brouillard. Et ça m'a pris vraiment 8 jours pour tout, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre dedans. Ça a pris pour tout colmater. Et le 9e jour, il y a du soleil et j'ai pu travailler sur des photos. Mais là, j'ai utilisé mon appareil digital. Alors, là, tu nous expliques. Ce qu'on voit là, Lima, à l'écran, c'est la caméra obscura qui fonctionne. Voilà, je suis dedans. Et j'ai laissé que des toutes petites ouvertures, des petits sténopés sur les 4 fenêtres. Et tout le paysage extérieur se projette sur mon cylindre à l'intérieur. Et c'est magnifique, vraiment. Et alors, pourquoi là, tu ne fais pas comme précédemment, c'est-à-dire tu ne mets pas un papier sensible autour du cylindre, mais au contraire, tu fais toute une série de photos, comme tu viens de dire, avec ton appareil photo. En fait, là, il y a une question de temps, parce que faire une photo, les grandes photos me prennent 15 jours au moins, si c'est pas 3 semaines pour les réaliser. Et là, Comment ça 15 jours, les très grandes photos, en fait, il faut que je fasse plusieurs tests, parce que si, par exemple, le temps à midi, le test est raté, je fais des petits bouts d'essai, et ben je dois revenir le lendemain à midi pour faire le test. Parce que si j'ai décidé de prendre ma photo à midi, il faut que je teste à midi. Après, je fais des tests à 10h, donc peut-être la photo sera faite à 10h. Mais si, par exemple, il est raté le lundi et que le mardi, mercredi, il ne fait pas beau, je suis obligée d'attendre. Donc, je suis très dépendante du temps, en fait. Un peu comme les navigateurs. Ou les pêcheurs. Et donc là, c'était convenu que j'avais 2 jours pour faire le travail. Et je voulais aussi essayer d'autres techniques, donc c'est pas mal aussi d'essayer le crayon digital. Et donc tu as laissé, tu as abandonné... Quelques temps, bien sûr. Tu as abandonné la pratique artisanale pour recourir à notre terrible technologie contemporaine. Voilà. Et c'était pas la première fois que tu faisais du numérique. Si, sans doute, presque. Avec cet appareil, oui. Sans ça, j'ai un téléphone portable comme tout le monde. Alors, quel est le ressenti de cette expérience? Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Quel avenir tu veux lui prêter dans le déroulement de ton travail? Ça, j'avoue que je sais pas, vu que c'est la première fois que j'utilise comme ça. D'abord, elle t'a permis d'introduire la couleur. Oui, il y a la couleur. En fait, au départ, je ne pensais pas du tout faire... je voulais continuer l'idée du panoramique. Et je me suis dit que j'allais prendre... Je voulais faire 2 choses. Faire le tour, comme ça. Un dessin qu'on finalement n'a pas montré. Donc j'ai redessiné, j'ai tout redécalqué à l'intérieur, mais c'est aussi du décalque, mais du dessin, parce qu'on voit très peu. En fait, il faut que l'œil s'habitue, et en fait, c'est beaucoup d'interprétation. Parce que là, il y a un temps de pause très long, mais quand on est à l'intérieur, on ne voit pas aussi lumineux que ça. Donc, et c'est... il y a un dessin sur calque. Voilà, j'ai dessiné, non, j'ai mis des papiers, puis j'ai dessiné, et ça c'est un truc que je continue à faire, et ça fait un grand dessin. Grand déroulé. Et voilà. Et donc ça, c'est une partie du travail, et l'autre partie, je voulais coller et vraiment refaire le panoramique. Je voulais avoir le panoramique. Mais il manquait quelque chose. Parce que là, ce qui m'intéressait, c'est qu'on voyait l'intérieur et l'extérieur en même temps. Et du coup, on avait tous les points cardinaux, mais en même temps l'intérieur et l'extérieur. Et puis une espèce d'hommage aussi à Charlotte Perriand,
Et du coup, je l'ai montré comme ça. Et, je ne sais pas si vous avez vu l'expo, mais je les ai montrés à l'envers, comme je les vois. Et du coup, le miroir qui est devant nous permet de le voir à l'endroit, mais aussi de donner un peu de profondeur au bâtiment, c'est-à-dire que ça le réinscrit dans le lieu d'expo. Il y a un déplacement à ce niveau-là. En fait, ce qui t'intéresse, c'est de mettre en permanence l'image en abîme. Pas forcément, non. C'est pas une mise en abîme, c'est simplement je sais pas, une curiosité. Non, j'ai pas l'impression de le mettre. Tu dirais alors que tu es une photographe, malgré tout, on va garder ce mot, hein, expérimentale, comme par exemple on parle du film expérimental. Oui. Parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai fait un projet dans la citerne, bon, bah, j'ai passé à autre chose. Passe à autre chose. Une fois que j'ai vu le résultat, je vais aller à autre part. Ouais. Et alors c'est pour ça que tu avais répondu avec bonheur à la proposition de Jean-Marc de faire cette résidence pour pouvoir aussi aller dans ces zones industrielles dont tu parlais tout à l'heure, qui sont celles qui sont tout près d'ici, hein, si j'ai bien compris. Même si et là, alors, si je regarde ces images, moi qui suis un peu innocent du contexte ici et du contexte de Nantes, je retrouve quand même pas mal de familiarité, si je puis dire. Qu'est-ce que toi tu y vois qui n'est pas justement de cette familiarité? Quand on regarde ces images d'Annecy, que ce soit celle donc, de ce réservoir pétrole. C'est réserve pétrolière de la Haute-Savoie. Ah, réserve pétrolière de la Haute-Savoie. Voilà. Excuse-moi, j'allais trop vite. Donc, est-ce que ça, c'est un élément qui est important pour toi dans la manière dont tu as envie de faire cette image? Oui, parce que c'est aussi un petit clin d'œil à l'envers du décor de Annecy. C'est-à-dire qu'il y a Annecy, ville magnifique, mais il y a aussi cet envers du décor-là. C'est quoi, c'est un message politique? Non, je pose la question sérieusement. Politique au sens non, c'est une incitation à regarder ailleurs, peut-être. Une incitation à regarder autour de soi et à être curieux, à regarder, vraiment à se renseigner, quoi. J'ai un peu l'impression que tout ton travail consiste à dessiller nos yeux. Je sais pas, mais on est quand même matraqué par tout ce qui est informatique, les nouvelles, toujours le sensationnel. Mais regardons ailleurs. C'est vraiment peut-être ça qui me pousse à faire mes images, même quand je vais dans la forêt. Alors ces images, donc il y a ce chantier silo, donc. Mais ça, c'est un exemple d'une photo que j'ai prise sans autorisation. Et je me suis fait chasser, mais j'ai un peu discuté quand même avec le gardien et il m'a laissé 5 minutes. Ce qui fait qu'il y a un côté qui n'est peut-être pas assez exposé, mais bon. Non, mais c'est intéressant, les anecdotes périphériques. Donc ça, c'est la maison où j'habitais. Donc ça fera comme ça rentre dans la biographie, on pourrait presque dire. Et puis celle-ci, écluse, très. Alors là, je ne sais pas, elle est aussi blanche que ça dans le réel? Elle est très blanche, oui. Très blanche. Et cette dimension, cette qualité-là, c'est ce que tu voulais. Pourquoi vous avez cette mesure-là? Je sais pas, il y a un côté. Je suis très sensible à la peinture japonaise. Ouais. Et ces peintures très légères, qui nous suggèrent des paysages avec les brumes, etc. Et c'est. Je sais pas comment dire ça. Après, c'est aussi un peu proche des dessins d'architecture qui sont juste au trait. Les épures. Voilà, il y a une référence à ça. D'accord. C'est François Chêne qui parle bien de ça dans Le Plein, le Vide. Vous connaissez sûrement François Chêne, le poète académicien, qui a beaucoup parlé des prix Nobel de littérature, voilà, qui habite à Bagnolet, dans les Tours. Bagnolet, dans les Tours, absolument. Là, peut-être qu'il a un peu de paysage. Non, mais ça m'a toujours fasciné. Donc, ce rapport au vide. Cet homme-là était comme ça, perché dans une tour. C'est incroyable. Et ici, évidemment, indispensable le lac. Sinon, ce que tu disais, c'est la dernière de ces contrepoints. C'est la dernière que j'ai faite, ici. Parce qu'elle n'était pas prévue au programme au début? Au début,
j'étais surtout attirée par la zone industrielle, mais après, vraiment, il fallait que j'aille quand même voir le lac. Il fallait quand même qu'une fois, une de tes sténopées devienne un cliché. Il fallait que je m'y confronte. Il fallait vraiment, mais en même temps, c'est pas vraiment un lac, puisque les montagnes, elles sont un peu transformées derrière. Oui, sérieusement transformées. Mais d'ailleurs, ces transformations-là, elles sont imprévisibles. Ouais. Enfin, je peux les deviner, mais pas... Comment ça les deviner? Bah, je peux imaginer que ces deux parties-là vont un peu se rapprocher. D'accord. Quand même. Le choix des motifs, justement. Est-ce qu'il y a un motif, par exemple? Un motif idéal que tu voudrais... Pas de motif idéal, mais j'aimerais bien essayer la neige, par exemple. C'est amusant, je pensais justement à la chaîne du Mont Blanc, voilà. ou de l'Himalaya. L'Himalaya, peut-être pas, mais... Pourquoi pas? C'est très facile, hein. Mais en fait, je cherche toujours des paysages avec des lointains. Il y a toujours des... Il faut toujours... Presque, je vise toujours les points de vue de tous les lointains du paysage. C'est-à-dire, moins on voit, plus ça t'intéresse. Ce qu'on ne voit pas derrière, ouais, ça te passionne. Et plus c'est loin. Voilà, c'est ça. Donc c'est en fait vouloir rassembler, vouloir... Est-ce que c'est vouloir finalement replacer l'homme dans un univers qui pourrait rassembler? Je sais pas, c'est peut-être aussi essayer de synthétiser des impressions qu'on a, rendre... Et c'est impossible. Donc cette impossibilité mène toujours à la photo suivante, en fait. C'est impossible. Alors on va terminer sur une situation assez singulière, mais qui est très importante, je crois, dans ton activité et dans celle de ton ami compagnon Alan, qui est parmi nous. C'est lui qui courait tout à l'heure. C'est ce moulin de Guéveneux, qui est toute une histoire de famille. Et à Paillac, dans le Morbihan, donc, vous avez créé une situation, tu vas la préciser parce que je n'en connais pas exactement toutes les modalités de fonctionnement, en tout cas, qui résonne évidemment directement avec ton aventure, je veux dire avec cette idée de la boîte noire, donc de l'architecture. Tu as beaucoup parlé d'architecture, mais aussi de ce lieu clos, très important. À un moment, tu as parlé de cabanes. Bon, les cabanes, c'est toute l'enfance de tout un chacun, on le sait bien. Et là, vous l'avez donc, je dirais, dans un contexte un peu familial, enfin beaucoup familial, mis en œuvre en créant une résidence, tu me corriges, vous invitez les artistes de tous les coins du monde, une autre façon encore de rassembler. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très exemplaire et chaleureux, je trouve, dans cette posture-là. Donc, parle-nous un peu, et puis je vais faire défiler les images, il y en a 4, parle-nous un peu de cette résidence, je ne sais pas comment vous la nommez, résidence de Guéveneux, peut-être on l'appelle, c'est une minoterie. Ah oui, c'est vrai que c'est une minoterie. On l'appelle minoterie. Parle-nous de cette minoterie. En fait, on a rejoint mon frère, qui est un artiste aussi, qui d'ailleurs lui a construit la première cabane, la jaune, qui est au fond. Et on a adhéré à son projet et on le développe avec lui, de créer, pas comme un parc de sculpture, mais d'inviter des artistes à créer des cabanes en fait. Mais des cabanes qui pourraient inviter des gens, tout à chacun, à vivre presque dans une sculpture. On appelle ça aussi des sculptures praticables. Et de vivre à l'intérieur, mais on demande aux artistes que ce soit leur univers. Alors par exemple, qu'ils aient leurs livres, la littérature qui les a portés, que l'on puisse aussi soit y écrire, soit y créer. Par exemple, Roland Cognier, qui est la cabane à droite, lui c'est plutôt pour jouer de la musique et répéter. Celle de gauche, c'est John Berkeley, lui il est plutôt peintre, donc quand on ouvre, c'est un atelier de peintre. Ils ont des fonctions précises. En fait, c'est chaque artiste qui, on s'y attendait pas, mais chaque artiste a plutôt créé une fonction. Celle-là, elle n'est pas encore tout à fait finie à l'intérieur, donc ça c'est une artiste coréenne qui a fait un travail depuis 2012, et elle va chercher des meubles à droite, à gauche. Ah, c'est work in process. Ouais, c'est pas fini, l'intérieur n'est pas fini. Et donc là, la porte d'entrée, c'est une armoire à glace, donc c'est des projets, elle vient de Corée.
Et j'avoue que c'était assez C'est fabuleux. caractéristiquement asiatique. C'était une maison, avec des meubles bretons quand même. Alors, comment ça fonctionne? C'est des artistes que vous invitez, des artistes qui vous contactent, vous lancez un appel à candidature. Comment ça fonctionne? En fait, on a commencé en 2012 sur une année de maquettes. On avait invité, on avait demandé à des amis artistes de nous conseiller, tout ça, donc on a invité 4 ou 5 artistes pour faire des maquettes, 2012. On se disait que 2013, on fait les cabanes, et puis voilà, on passe à autre chose, on invite des gens, on fait... Eh bien, depuis 2012, ça dure, et chaque année, les artistes n'ont pas fini leur cabane. Donc elle, c'est tellement long à faire et tellement minutieux qu'elle vient 1 ou 2 mois chaque été. Donc après, on se disait, on en fera d'autres sur d'autres terrains, chez les particuliers à Payac, mais pour l'instant, on est déjà en train de finir ce projet. Et pour l'instant, il qui y est en a assez combien? incroyable. Pour l'instant, il y en a 4. Il y en a 4. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Ça, c'est chaque année, on invite, il y a une espèce d'endroit qu'on appelle le pigeonnier, où il y a un grand mur. Et chaque année, on invite un artiste différent à faire un mural. Ah d'accord, donc ça c'est une déclinaison différente. Ouais. Ok. Et le mural, donc c'est le premier, c'est le seul? Ça, c'est le, je sais plus, le 4 ou 5 ou 6e. D'accord. Et chaque année, on le change. Et c'est toujours dans cette minoterie? Voilà, c'est sur le territoire de la minoterie. Voilà, ouais. Qui m'a l'air d'être particulièrement agréable, il faut bien le dire, quand on voit les images, on a envie d'aller se reposer un petit peu. C'est pas Giverny, mais... Et puis alors, il y avait cette image qui m'a été donnée là de Pierre Ardouvin. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est cette année, plutôt que de faire les autres années, 1 ou 2 années, on avait fait une expo dans le Moulin, dans la minoterie, de plusieurs artistes. Mais cette année, Vous avez participé à l'art dans les chapelles? Non, c'est trop loin. Mais on a pu travailler avec la municipalité pour investir cette chapelle qui n'était pas occupée. D'accord. Et de pouvoir proposer une grande sculpture de Pierre Ardouvin. Mais créée sur place? Non, elle était déjà créée. Par contre, la peinture, on a ajouté de la peinture sur sa demande, sous sa direction en fait. Et de pouvoir un peu, dans un village, de donner la possibilité à des gens qui n'iront jamais dans un musée, qui n'auront jamais accès à l'art contemporain, en fait, de pouvoir, à l'aide d'une médiatrice qui était là tout l'été, pouvoir rencontrer quelque chose de différent que simplement le folklore traditionnel. Ce qui veut dire que, en fait, maintenant, vous avez un peu diversifié les modalités d'action de votre, je sais pas, comment on appelle l'association? L'association Minoterie 21. Minoterie 21. Pourquoi 21? Parce que c'était le 21e, c'est le 21e moulin sur la rivière d'Arles, et le dernier avant la mer, en fait. D'accord. Et ça, c'est important chez toi, ce type de posture. Il y a l'artiste, la photographe, mais il y a aussi cette personne, cet artiste impliqué dans la société. Dans cette qualité où tu viens de le souligner par rapport à l'intervention de Ardouvin dans cette chapelle, de pouvoir donner l'occasion à des gens d'atteindre, de rencontrer l'art contemporain. C'est quelque chose qui est très important, c'est donner à voir toujours. Donner à voir toujours, mais dans un sens qui est pas une mission, enfin si, après tout, pourquoi pas, c'est beau, c'est tellement beau ce mot-là, une espèce de mission qui t'est donnée de cela, enfin que vous vous êtes donné. Je ne peux pas donner, mais c'est-à-dire on a tellement de plaisir à nous-mêmes faire des résidences à droite à gauche qu'on partage ce plaisir aussi avec d'autres artistes, et du coup c'est plaisir partagé. C'est le plaisir du passeur, je crois, c'est surtout ça qui est important. Il n'y a rien de mieux que de réussir à passer quelque chose. Et j'espère que dans la manière dont j'ai conduit cet entretien avec Claire, j'ai aussi fait passer la parole de Claire. Et donc je te remercie beaucoup, Claire, de t'avoir prêté à cet exercice. Merci.